Ok, parfait. Alors, je peux débuter. Donc, déjà, bonjour à toutes et tous. Merci aux personnes qui sont là. Donc, c'est ça, je m'appelle Lisa Van Kampenhout. Je suis doctorante à l'Institut national de la recherche scientifique en études autochtones. Je suis belge. Ça fait 10 ans que je vis au Québec et je m'intéresse dans une perspective sociologique et féministe aux inégalités structurelles et plus particulièrement aux initiatives de changement portées par le milieu communautaire. C'est dans cette perspective que je mène aujourd'hui une recherche partenariale avec le Centre d'amitié autochtone de Val d'Or, en m'intéressant plus particulièrement au projet Kijaté, qui en fait est un projet de logement communautaire porté par et pour la population autochtone urbaine de Val d'Or. Alors, je vais vous donner les éléments de contexte. Donc, la colonisation au Canada a profondément bouleversé les systèmes de gouvernance autochtones et le secteur du logement, c'est là en fait une des manifestations les plus criantes. Avant la colonisation, les peuples autochtones possédaient leur propre structure pour gérer collectivement le territoire et l'habitat. Et l'imposition de la loi sur les Indiens en 1876 en fait a remplacé ces structures par des conseils de bande sous contrôle fédéral, ce qui en fait a retiré aux communautés leur autonomie décisionnelle. Ensuite, il y a le système des réserves qui a été créé. Et en fait, ça a vraiment créé des conditions structurelles qui sont en fait profondément défavorables parce que les terres appartiennent en fait à la couronne et les résidents ne peuvent pas les utiliser comme garantie hypothécaire. Ce qui rend en fait les conseils de bande largement dépendants du financement fédéral pour créer des logements. Ce qui va en fait engendrer une pénurie de logements constante pour répondre aux besoins des populations autochtones qui vivent en réserve. Je pense notamment, par exemple, à Lac-Simon ou encore à Manawan au Québec, pour donner un peu de contexte. C'est un sous-financement qui va vraiment être systémique et qui va engendrer une crise du logement persistante, dont les effets, en fait, vont faire sentir bien au-delà des réserves. Concernant le milieu urbain, parce que ma recherche se passe en milieu urbain, c'est d'abord important de souligner que les villes ont été construites sur des territoires autochtones. Donc les autochtones y ont toujours vécu. La mobilité entre les communautés et les villes est en fait fluide et les raisons qui amènent les personnes autochtones à vivre en milieu urbain, elles sont vraiment multiples. Ça peut être aussi bien l'éducation, la santé, le travail, des raisons familiales. Donc il ne faut pas penser que le fait qu'il y ait des personnes autochtones en milieu urbain, pardon, c'est seulement parce qu'il manque des logements en communauté. C'est pas ça la logique, il y a plein de raisons multiples. Cependant, c'est important quand même de reconnaître qu'à cause des politiques coloniales, il y a eu des déplacements forcés, comme par exemple pour les femmes autochtones. Avant les amendements de 1985 de la loi sur les Indiens, une femme autochtone qui épousait un non-autochtone perdait automatiquement son statut et ses droits, la coupant de sa communauté et en fait la poussant vers la ville sans forcément un filet de sécurité. Donc là, aujourd'hui, il y a encore des clauses discriminatoires qui continuent d'affecter leurs descendants. Pour représenter le milieu urbain, il faut savoir qu'en fait au Canada, il y a 60% de la population autochtone qui vit en milieu urbain et c'est un peu plus de 50% au Québec. Donc là, c'est vraiment les zones urbaines au sens large, donc pas juste les métropoles, c'est aussi les petites municipalités, les villages, enfin voilà, le milieu urbain au sens large. Euh, et en fait, ils sont confrontés à des barrières d'accès au logement qui sont héritées de la colonisation. Donc, la gouvernance du logement autochtone en ville va en fait souffrir d'une stratégie cohérente de la part des politiques publiques et d'un financement adapté. Sur le marché locatif, il y a d'autres barrières qui vont entrer en jeu, notamment le fait que des personnes autochtones vont se faire refuser des logements à cause de préjugés raciaux, à cause de l'absence d'historique de crédit, à cause du coût des loyers qui sont très élevés. Et c'est d'autant plus le cas dans les villes comme Val d'Or où moi je travaille, enfin là où je fais ma recherche. De plus, en fait, la taille des logements disponibles vont souvent être inadaptés aux familles autochtones, qui sont parfois des familles nombreuses ou des familles intergénérationnelles. Donc ça va être également un autre problème. Et en fait, ben, j'imagine que vous vous en doutez, mais ça va contraindre de nombreuses familles autochtones à vivre dans des conditions qui sont insalubres ou surpeuplées. Et évidemment, ça va avoir des répercussions qui sont importantes sur la santé, l'éducation des enfants, le bien-être général.
Voilà, et évidemment, ça va également amplifier le phénomène d'itinérance où la population autochtone est surreprésentée. Alors par contre, c'est vraiment important de souligner que face à cette réalité, il y a des organisations autochtones urbaines au Canada et au Québec qui vont développer des solutions qui sont culturellement adaptées, pensées par et pour leurs membres. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, Kijate, s'inscrit exactement là-dedans. Donc, si le logement autochtone en communauté territoriale, en fait, a fait l'objet de quand même vraiment beaucoup d'études, les solutions, les initiatives portées par des organisations autochtones en milieu urbain sont en fait assez peu documentées. On va les voir parfois dans les médias, mais il y a vraiment peu de documentation. J'ai fait le tour de la documentation, même académique, scientifique qu'il y avait sur le sujet, et ça reste vraiment une réalité assez invisibilisée. Donc c'est pour ça que cette recherche est aussi vraiment pertinente. Alors, à présent, je vais vous parler vraiment du contexte plus spécifique. Je vais vous parler du centre d'amitié, qui est un centre d'amitié autochtone de Val d'Or, qui crée Kijate. Donc, le centre d'amitié, c'est en fait à la fois un carrefour de services, un ancrage culturel et un milieu de vie pour la population autochtone urbaine de Val d'Or, qui soit de passage ou établie à Val d'Or, parce que Val d'Or est vraiment au croisement en fait de plusieurs communautés autochtones, que ce soit des communautés Cri, des communautés Anishinaabe, sachant que Val d'Or est en territoire Anishinaabe. Donc, il a été fondé en 1974 et il œuvre depuis plus donc de 50 ans à améliorer les conditions de vie des populations autochtones de Val d'Or. Aujourd'hui, il propose une gamme de services, éducation, santé, services sociaux, développement des compétences, économie sociale, soins des enfants, tout en créant aussi des occasions de rencontres comme à travers des activités communautaires, donc le bingo, des activités d'artisanat. Et puis ben voilà, maintenant il s'est lancé vraiment dans tout ce qui est habitation communautaire. Et donc ça, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le centre s'inscrit dans une posture d'affirmation culturelle et identitaire, telle que portée par en fait le mouvement des centres d'amitié autochtones du Québec et du Canada. Donc ça fait plus de 60 ans que en fait ces centres s'appuient sur une mobilisation populaire et communautaire afin d'améliorer les conditions de vie et la santé des populations autochtones urbaines. La conviction qui anime le centre d'amitié, c'est que ce sont les autochtones et les organisations autochtones locales qui sont les mieux placés pour déterminer les besoins en logement, répondre aux priorités de leur communauté et trouver des solutions qui sont adaptées à leur réalité. Parce que quand on regarde la documentation qui existe par rapport aux impacts des politiques en logement qui ont été mises en place euh, par le gouvernement sans que ça vienne des communautés autochtones elles-mêmes, c'est souvent inadapté, en fait, pour répondre à leurs besoins. Souvent, l'aspect communautaire est mis de côté, la réponse n'est pas culturellement appropriée. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment aussi nécessaire que les solutions viennent, en fait, du milieu lui-même, pardon, mais qu'elles soient évidemment financées adéquatement. Ça, c'est un autre enjeu également. Alors maintenant, je vais vous présenter Kijate, qui est vraiment l'objet d'étude de cette recherche. Donc, il faut savoir que Kijate a émergé en 2009 lorsque le centre a constaté que la ville de Val d'Or manquait cruellement de logements pour sa population autochtone. C'est là qu'en fait, les premières réflexions ont commencé à se mettre en place de, ah, il faudrait créer un projet de logement. Donc, c'est ça, il y avait les premières populations itinérantes qui commençaient à se faire voir en ville. La situation du logement était vraiment très, très compliquée. À Val d'Or, en 2012, le taux d'inoccupation des logements atteignait 0%. Donc, vous imaginez que pour la population au sens large, c'était évidemment impossible de trouver un logement, mais c'était encore plus compliqué pour des populations autochtones parce qu'il y avait des préjugés raciaux des propriétaires, comme j'en ai parlé, et d'autres freins comme le coût économique d'avoir un logement dans ce type de contexte. Alors, il faut savoir que maintenant, 14 ans plus tard, le taux d'inoccupation n'est pas beaucoup plus haut. Donc, ça reste qu'il faut encore développer des solutions locales en logement parce qu'il y a un besoin criant qui, en fait, n'est pas répondu, tout simplement. Donc, ça a été vraiment un long processus pour obtenir les financements, parce que c'est ça, ça a été financé par le volet 3 d'Accès Logis, donc comme du logement social. Mais donc, il fallait l'accord de la municipalité. Ça a été vraiment tout un processus tumultueux, ce qui fait que c'est seulement en 2018 que le projet a pu voir le jour. Donc, Kijate, oui,
c'est financé comme du logement social, mais ça n'est pas que du logement social. Et ça a été vraiment un processus où souvent la phrase qui est revenue dans mes entretiens, c'est que pour trouver les financements, pour faire comprendre ce qu'est Kijate, c'était comme faire rentrer un triangle dans un carré. Donc ça a demandé quand même beaucoup d'expertise, beaucoup de jonglage entre des enveloppes pour faire comprendre ce type de projet. Je vais vous expliquer. Donc, en fait, Kijate, c'est aussi un milieu de vie et un lieu d'intervention psychosociale qui est culturellement pertinent. Donc, c'est vraiment la continuité des activités du centre en proposant des logements abordables et communautaires pour des familles autochtones en situation de précarité. Donc, l'idée, c'est d'offrir vraiment un accompagnement culturellement sécurisant qui va viser à renforcer l'autonomie de ces familles qui sont dans des situations de vulnérabilité. Alors, voici déjà une photo de la salle communautaire de Kijate. Chaque foyer, en plus de ça, va disposer d'une intervenante attitrée qui va accompagner les locataires dans leur processus de mieux-être selon des objectifs qui sont définis par les personnes elles-mêmes de façon fluide et évolutive. Donc, ça fait vraiment la flexibilité de l'accompagnement selon, ben, c'est ça, les enjeux structurels, selon les problématiques peut-être que les personnes peuvent voir et leurs besoins, c'est vraiment très flexible. Il y a donc dans le bâtiment en tant que tel, il y a une grande salle communautaire, une cuisine collective qui va en fait permettre la tenue d'activités vraiment variées, comme des groupes de périnatalité, des cuisines collectives, des activités familiales, des groupes de soutien, toujours ça dans un environnement culturellement sécurisant où la culture autochtone va être comme au centre de ce type d'activité et d'intervention. Et l'idée, c'est de créer des moments de rencontre entre les personnes, qui est de l'intervention ou non dedans, parce qu'en fait, sortir les personnes de l'isolement, c'est aussi une forme d'intervention. Donc l'approche est comme vraiment holistique, c'est aussi bien les dimensions individuelles, familiales et collectives, parce que les personnes autochtones de la communauté de Val d'Or peuvent aussi en fait se joindre aux activités. Donc le but, ça va être en fait de soutenir le développement des capacités des familles. Les capacités, c'est en fait un concept qui veut dire leur capacité et liberté de faire des choix. J'en parlerai davantage plus tard. Alors, comme toute thèse, il fallait bien avoir une question de recherche et des objectifs. Alors, la question qui a en fait à guider toutes ces réflexions, c'était comment le projet Kijate participe-t-il à la construction d'un modèle autochtone de logement en milieu urbain? Ceci a amené plusieurs objectifs. Donc le premier était en fait de documenter l'expérience des familles autochtones dans l'appropriation de leur espace domestique au sein du projet Kijate, en mettant en lumière les dimensions identitaires, culturelles, relationnelles de cette appropriation. Le deuxième objectif était de caractériser les pratiques de soutien communautaire et de sécurisation culturelle qui sont mises en place par le Centre d'amitié et d'analyser leur impact sur le bien-être des locataires et leur sentiment d'appartenance. Le troisième était d'analyser les mécanismes institutionnels et communautaires qui favorisent ou limitent l'autonomie en fait résidentielle et sociale des locataires, en tenant compte des dynamiques de pouvoir et des enjeux structurels liés au logement autochtone en contexte urbain, parce que c'est sûr que c'est un contexte qui est particulier. Et le quatrième, c'était de définir le potentiel d'innovation sociale du projet Kijate comme modèle de logement autochtone en milieu urbain, en évaluant sa portée transformative sur les politiques publiques et les pratiques institutionnelles. Donc c'était vraiment tout un programme, cette thèse. Alors, il faut savoir que cette thèse ne s'est pas du tout faite seule, elle ne se fait pas seule, c'est une recherche qui est partenariale et collaborative. En fait, mes travaux s'inscrivent dans ceux du réseau Dialogue, qui est le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones, qui est à l'INRS, qui est dirigé par la professeure Carole Lévesque, dont en fait le Centre d'amitié autochtone de Val d'Or, c'est un partenaire depuis plus de 20 ans. Donc, c'est une relation qui était préexistante déjà à ma thèse. Et évidemment, ça a considérablement facilité le lien de confiance et les travaux qui en ont suivi. C'est d'ailleurs le centre lui-même qui en fait a proposé le sujet de cette recherche, car il existait un besoin réel de produire des connaissances sur Kijate, étant donné que c'était un projet unique à l'échelle du Québec, surtout en 2018. Maintenant, il y a de plus en plus de projets qui sont faits par des organisations autochtones, mais Kijate était vraiment un projet pionnier, et il n'y en a pas encore d'autres comme lui, en tout cas pour le moment, à l'échelle du Québec, même si ça peut comme inspirer peut-être d'autres projets. Donc moi, je suis une chercheuse donc, qui est alloctone, je suis belge,
Donc c'était essentiel de m'ancrer dans une démarche qui émergeait d'un besoin du milieu et qui soit concrètement utile. Donc je m'appuie pour cela sur une posture éthique, en fait, qui est développée par un chercheur métis qui s'appelle Adam Gaudry, qui veut dire que les manières autochtones de voir le monde constituent le point de départ. La recherche s'engage à produire des connaissances utiles à la communauté. L'équipe de recherche est responsable de maintenir une relation de confiance avec la communauté et les personnes participantes. Et la recherche doit inspirer des actions ancrées dans le milieu, capables de remettre en cause les structures coloniales. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas une experte de leur vécu. Les personnes qui sont des expertes, c'est littéralement les locataires, le personnel gestionnaire, les gens qui en fait vivent cette réalité au quotidien, font vivre ce milieu de vie. Et le savoir, en fait, est un produit de la rencontre entre les personnes qui vont s'engager dans la relation de recherche. C'est pourquoi, quand on fait la recherche autochtone, c'est vraiment important que l'humilité, le respect et la réciprocité, en fait, s'imposent comme des valeurs fondamentales au cœur de la relation de recherche. Donc, pour parler un peu du processus de collecte des données, la recherche, en fait, s'est déployée de 2023 à 2026, en tout cas la collecte des données en tant que telle. Ça a commencé d'abord en 2023 avec une première rencontre avec la direction du centre d'amitié. Et là, c'était vraiment comme développer une stratégie de c'était quoi les attentes, c'était quoi les objectifs, la méthodologie, la temporalité. C'était important qu'ils me parlent du projet aussi, parce qu'à la base, moi, je ne suis pas une spécialiste du logement. En tout cas, il y a quelques années, c'était vraiment de, de comprendre les besoins du milieu, comprendre le projet en tant que tel, comprendre les enjeux aussi, parce que Kijate, ça a vraiment beaucoup évolué entre 2018 et aujourd'hui, en 2026. Surtout qu'il n'y avait pas forcément de cadre préétabli pour la construction de Kijate, étant donné que c'était vraiment unique en son genre. Même si évidemment il y a plein de projets innovants logement au Québec qui sont faits par des collectifs, mais Kijate en tant que tel dans le milieu autochtone était comme vraiment unique. Donc, j'ai réalisé en fait des entretiens entre 2024 et 2025 avec 17 membres du personnel et 17 locataires. Avant ça, j'ai même participé à des activités juste pour rencontrer les personnes avant les entretiens. Donc, c'était des balades en nature, participer au bingo, plein d'activités en tout genre pour juste en fait créer un lien de confiance. Puis aussi voir de première main qui jatait en action les activités du centre aussi, évidemment. Puis là, ben, récemment, il y a eu un dernier séjour pour aller faire valider en fait les données. Donc, c'est fait sous deux formes d'ateliers. Vous pouvez voir les photos d'ailleurs sur le PowerPoint. À gauche, c'est avec les gestionnaires. C'est vraiment un espace de réflexion sur les pratiques, sur leur vision de l'habitation communautaire pour l'avenir aussi. Puis les apprentissages par rapport à Kijate. Donc, ça permet de comme confirmer certaines interprétations préliminaires des résultats. Et puis à droite, c'est une photo avec les locataires lors d'un dîner communautaire où on a mangé des pizzas et en même temps fait l'atelier de validation pour aussi avoir leur avis, parce qu'ils font partie prenante du processus de recherche pour voilà, valider les résultats préliminaires. Et évidemment, ça a aussi ouvert une discussion sur, OK, c'est quoi l'impact de la recherche pour la suite? Parce qu'en fait, le centre est occupé à créer un nouveau projet de logement de transition qui s'appelle Anwatam Miigwech à Val d'Or, qui est pour des personnes seules qui sont à risque d'itinérance. Et donc, c'est un projet de logement où c'est aussi bien des hommes que des femmes qui vont aller y vivre, mais s'engager aussi dans un processus de mieux-être, comme je vous en ai parlé avec des objectifs fluides où l'idée, c'est en fait d'améliorer leur vie selon les critères qu'ils établissent avec le centre qu'ils accompagnent là-dedans. Donc ça va ouvrir en juin. Et donc c'est sûr que toutes les connaissances et résultats produits sur Kijate vont pouvoir comme, et, on va dire, éclairer certaines pratiques qui sera mises en place plus tard dans ce projet-là. Alors, là, en fait, j'ai dû mettre en dialogue plusieurs concepts pour étudier le projet Kijate. Donc, c'est sûr que il fallait comme que la gouvernance autochtone urbaine soit vraiment centrale dans cette étude-ci. Donc, c'est-à-dire comment les organisations autochtones en ville s'organisent, défendent leur autonomie et transforment en fait l'espace urbain, souvent malgré des contraintes institutionnelles qui sont importantes, d'autant plus pour financer le logement autochtone en milieu urbain. Ça va
souvent dépendent des politiques publiques qui évoluent, les financements vont être de courte durée. On voit vraiment une évolution là à travers les financements c'est ça, de la durée, des critères, de l'expertise qui est demandée aussi des organisations locales à qui on donne en fait la compétence de logement, mais pas forcément les moyens pour pouvoir y répondre. Donc ça, c'était vraiment un contexte qui était très important à tenir en compte, surtout dans un contexte, c'est ça, où il y a des politiques coloniales qui peuvent être héritées de la colonisation. Le deuxième concept, c'est des capacités. Donc en fait, c'est l'idée que ce qui compte, c'est pas seulement ce à quoi les gens ont droit sur le papier, mais ce qu'ils peuvent réellement faire et être. Donc c'est leur liberté concrète de choisir. Donc en contexte autochtone urbain, en fait, cette approche m'aide à examiner comment un projet de logement peut ou non créer les conditions concrètes d'une vie plus autonome et digne, en dépit des contraintes structurelles issues de la colonisation. Euh, le troisième concept, c'est l'innovation sociale. Donc, c'est comprendre comment Kijate, en fait, a émergé d'une crise du logement, comment différents acteurs se sont mobilisés, les mécanismes qui permettent au projet de perdurer pour répondre aux besoins de la communauté autochtone de Val d'Or. Je vous en parlerai plus par la suite. Et le troisième concept, qui est évidemment primordial, c'est celui-là du foyer comme espace vécu. Donc, c'est en fait un lieu où se construit l'identité, les relations, le sentiment de sécurité, l'appartenance. Euh, Tout, en fait, ce cadre va être traversé par une idée centrale, étant donné que c'est un lieu d'intervention psychosociale aussi, qui est le care, c'est-à-dire le soin au sens large, avec les personnes, les familles, la communauté et le territoire, en contexte autochtone, qui est à la fois une pratique qui est quotidienne, mais qui est également politique. Donc en fait, quand on va voir ce qu'écrivent les autrices autochtones, féministes autochtones, prendre soin est politique. C'est un acte de résistance et de reconstruction d'une vie autochtone. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette articulation entre gouvernance, autonomie, innovation, expérience du vécu du foyer m'a en fait permis d'analyser Kijate, non comme une simple forme d'intervention sociale, mais comme une forme en fait de résurgence autochtone en milieu urbain, où le centre s'approprie la compétence de logement pour créer quelque chose qui répond à leurs besoins. Donc mes données, c'était des entretiens avec les locataires et gestionnaires, les documents internes. Donc l'analyse est toujours en cours. Mais je peux vous présenter des résultats qui sont préliminaires, qui en fait seront enrichis et soutenus théoriquement dans les prochains mois. Donc, je vais vous parler plus particulièrement de l'aspect relationnel en tant que moteur d'innovation sociale, d'expérience du foyer et puis capacité centrale. Donc, il fallait faire des choix, mais aujourd'hui, c'est ça que je vais vous présenter. Alors, faut savoir qu'en fait, Kijate n'existerait tout simplement pas sans la dynamique relationnelle entre le Centre d'amitié autochtone de Val d'Or et ses membres. Le projet, en fait, est né d'une écoute constante des besoins de la communauté. Donc, lors des assemblées générales, dans les contacts quotidiens, dans les interventions ou simplement en observant, en fait, la réalité sous leurs yeux. Le centre ne s'est pas en fait contenté de répondre à une crise ponctuelle, mais il s'inscrit dans une dynamique continue d'identifier les besoins actuels et futurs de sa population pour y répondre de manière adaptée. Donc le logement était vraiment et est toujours un enjeu primordial, surtout dans le contexte de Val d'Or. Et donc, Kijate est créé depuis 2018. Là, il y a un nouveau projet qui est en cours pour répondre à un autre besoin. Puis là, je sais qu'ils sont déjà occupés à sonder leur population pour le prochain projet qui arrivera euh, dans les années à venir. Donc, il y a vraiment une relationnalité dans la gouvernance du centre qui rend en fait un processus d'innovation constant. Euh, Cette innovation, en fait, elle n'est pas linéaire, top-down ou descendante, elle est vraiment circulaire. On voit vraiment qu'en fait, c'est pas seulement les gestionnaires qui en sont le moteur ou le pouvoir créatif, là, c'est vraiment, ça va vraiment émerger du milieu lui-même. Donc, les besoins des locataires vont en fait agir comme catalyseurs, tandis que les intervenantes qui en fait sont sur place, font vivre le milieu avec leurs pratiques au contact du réel, vont également voir les innovations qui sont possibles. Et en fait, ça va être un processus, oui, pour créer des gros projets, mais aussi dans les projets en tant que tels. Comme Kijate en 2018 n'est pas Kijate en 2028. Que ce soit pour les activités, pour les ateliers, on voit que ah ben il y a telle problématique qui est en cours, les intervenants mettent des activités en place et des ateliers spécifiquement pour ça. C'est vraiment
une adaptation, une flexibilité en fait limite quotidienne. Mais je peux vous donner un exemple qui est très concret et très pratique. En fait, lors d'un comité de locataires, il y a deux besoins qui avaient été soulevés. Le manque de caméras dans le bâtiment pour collecter des preuves en fait en cas de violence ou d'interdiction de contact et la possibilité aussi en fait de fermer les sonnettes du bâtiment parce que comme il y a 24 logements, il y avait certaines personnes qui juste voilà, appuyaient sur toutes les sonnettes pour espérer que quelqu'un les laisse rentrer même pendant la nuit, ce qui en fait impactait la qualité de vie des personnes évidemment et la sécurité des personnes par rapport aux caméras. Donc, les locataires qui en fait sont experts de leur vécu vont émettre ce besoin et ce besoin a directement été pris en compte pour améliorer les conditions. Aujourd'hui, maintenant, il y a les caméras qui sont d'ailleurs régulièrement utilisées s'il y a besoin, c'est comme je disais par exemple dans des cas de violence ou d'interdiction. Et puis les sonnettes, c'est quelque chose que les locataires, c'est ça, me disaient vraiment que ils, ça avait vraiment amélioré leur expérience dans le logement aussi, que leurs besoins soient écoutés en continu. C'est pour ça qu'il y a les comités des locataires qui sont organisés, je pense, 4 fois par année, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Mais il y a le personnel qui est sur place à Kijaté. Il y a une coordinatrice qui s'occupe plus de l'aspect administratif. Il y a les intervenantes, les activités. Donc, c'est pas seulement un projet de logement où les gens juste y vivent. Ils vivent, on va dire, dans leur espace d'appartement fermé. Il y a vraiment c'est ça, ce relationnel qui se tisse toutes ces relations. Donc en fait, Kijate, ça va vraiment évoluer par essai et erreur. Faut pas penser que toutes les idées fonctionnent toujours, tout le temps, non plus. Mais ça va parfois créer des chamboulements, mais en fait, ça va aussi faire une amélioration continue. Donc ils sont toujours à la recherche de la formule qui conviendra à toutes et tous. Il y avait souvent la formulation de mon entretien de on continue à chercher la formule magique. Et de plus en plus, ils la trouvent, mais c'est un processus qui peut prendre des années, évidemment. Donc, cette dynamique va quand même comporter une limite qui est importante, c'est qu'une part considérable du savoir-faire repose alors sur des individus, sur le personnel, plutôt que sur des pratiques organisationnelles formalisées, ce qui fait que quand il y a un roulement de personnel, eh ben, en fait, il y a une rupture dans ce processus, ce qui va en fait fragiliser la continuité et la transmission des apprentissages. Alors, le relationnel aussi, en fait, est vraiment très important dans l'expérience du foyer. Parce qu'en fait, Kijaté, pour plusieurs locataires, c'est un lieu qui est inédit. Parce qu'il faut savoir que les personnes vivaient, étant donné que c'était les personnes qui ont accès à Kijaté, c'était des personnes qui étaient dans les situations les plus précaires à Val d'Or. Donc, dans des logements surpeuplés ou dans des logements où toutes les personnes, toute la famille, par exemple, vivaient dans une seule pièce. Donc, on voit deux adultes, par exemple, avec avec 4 enfants qui vivaient juste dans une seule pièce, dans un logement partagé ou des logements complètement insalubres où il y avait des trous dans les fenêtres en hiver. Enfin bon, je vous laisse imaginer. Ce qui fait que l'expérience de Kijaté est inédite, car c'est parfois la première fois qu'une famille peut réunir tous ses enfants sous le même toit et de manière sécuritaire. C'est un endroit où des femmes qui ont vécu de la violence peuvent réapprendre à faire confiance à elles-mêmes, aux autres et aux institutions, parce qu'il faut savoir que Kijaté, c'est majoritairement des femmes monoparentales qui vivent ou des femmes seules. C'est un lieu où il y a une dynamique donc collective aussi de solidarité qui s'est construite. Donc c'est sûr que le centre d'amitié participe à ça, parce qu'il crée des ateliers, des moments de rencontre, des activités communautaires, mais il y a aussi un réseau d'entraide informel qui se crée de manière spontanée entre les locataires. Il y a un groupe Facebook du bâtiment où les personnes, voilà, si tu as besoin de quelque chose, des lingettes pour ton bébé, peu importe, tu peux poster, quelqu'un peut t'aider. Il y a aussi des gardes informelles d'enfants pour aider entre les personnes. Étant donné que les murs aussi sont assez fins, ce qui peut être un enjeu négatif aussi pour beaucoup de personnes, évidemment, ben, on peut entendre s'il y a des situations qui peut-être ont l'air, comme par exemple des situations de violence, et donc la voisine va appeler à l'aide. Il y a comme vraiment une solidarité qui se crée entre les personnes dans ce logement, ce qui n'est pas forcément le cas dans du logement social classique. En plus de ça, étant donné que la communauté autochtone de Val d'Or, je veux dire, c'est un milieu qui est quand même assez petit en soi, ben, il y a des liens familiaux insoupçonnés qui sont découverts entre des voisines, entre du personnel et des personnes qui vivent sur place. Il y a des personnes qui m'ont dit, ah bah oui, bah moi j'ai 4 cousines qui vivent ici dans le bâtiment. Donc il y a vraiment des liens familiaux et communautaires qui sont tissés à travers tous les logements, les 24 logements de Kijaté.
Donc, c'est aussi en fait un endroit où les personnes peuvent vivre leur identité culturelle sans crainte de la discrimination. Ce qui n'est pas anodin dans le contexte de Val d'Or, sachant que 100% des personnes que j'ai eues en entretien ont vécu du racisme à Val d'Or, dans le contexte de trouver un logement, surtout. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui vont répondre à une annonce et une fois que la personne l'a au téléphone et entend son accent, par exemple, va dire que le logement n'est plus disponible, mais quand c'est un ami qui est québécois, ben là, le logement est disponible tout d'un coup. Donc voilà, on voit vraiment un vécu de discrimination qui est très présent. Euh, donc, c'est pour ça qu'un espace comme Kijate, où l'identité culturelle autochtone n'est juste pas un enjeu, les personnes peuvent juste exister sans se justifier, en fait, ça crée un espace, c'est ça, sécuritaire, et le relationnel va vraiment avoir cette importance dans l'appropriation du foyer et des espaces collectifs. C'est pour ça que le foyer, ici, c'est vraiment au sens large, parce qu'en fait, à la base, je voulais le limiter à l'espace du logement, mais je me suis rendu compte que c'était pas possible, parce que c'était vraiment tout le bâtiment de Kijate qui représentait cette idée symbolique du foyer. Alors, le troisième et dernier aspect que je voulais vous présenter, c'est que le rationnel, en fait, ça va émerger comme une capacité centrale. Je vais vous rappeler c'est quoi. Une capacité, déjà, c'est un concept qui est fait par Schoen et Nussbaum. Et c'est pas simplement un droit formel ou une ressource disponible, c'est en fait ce qu'une personne peut réellement faire et être dans sa vie concrètement. Par exemple, là, dans le cas du contexte de Val d'Or, c'est pas parce qu'il y a des logements disponibles que la population, c'est pas parce qu'il y a cette ressource que la population autochtone pouvait y avoir accès. La liberté de choisir là-dedans n'existait pas parce qu'il y avait des freins systémiques. Ça, c'est un exemple, par exemple. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est que dans les capacités, il y a des capacités qui ont des fonctionnements fertiles. Ça veut dire que c'est des conditions de vie qui, en fait, une fois présentes, va déverrouiller d'autres fonctionnements fertiles pour que la personne ait la liberté d'être et de choisir qui elle veut être, en fait, tout simplement. Et en fait, c'est précisément ce que les locataires vont décrire à Kijate. C'est que ça les a aidés à sortir de l'isolement à de multiples niveaux, comme je vous ai présenté juste à présent, à se reconnecter à eux-mêmes, à leur famille, aux autres personnes, à leur communauté. Et en fait, ce lien retrouvé devient une porte d'entrée. Par exemple, le lien de confiance avec le personnel du centre leur permet d'avoir accès à de nombreuses ressources au centre, mais aussi à d'autres services extérieurs au centre. Parce que le centre va faire intermédiaire avec tous les autres services qui y a à disposition dans la société québécoise, mais que les personnes autochtones vont pas forcément utiliser par méfiance, par peur, bah voilà, par une peur légitime du racisme systémique, etc. Et donc, c'est ça, l'intervenant va être un intermédiaire. Un autre exemple est le fait que les femmes, en fait, vont discuter de leur vécu similaire et par le fait même se conseiller sur des manières d'aller de l'avant malgré les difficultés. Donc oui, le lien relationnel ne règle pas tout, mais il crée les conditions pour que d'autres choses deviennent possibles. L'accès à l'information, la reconnexion culturelle, la confiance en soi, la mise en action, etc. Donc, Kijate, en fait, s'inscrit dans une éthique relationnelle autochtone qui va sortir d'une vision individualisante du logement pour penser la famille, la communauté de Kijate et la communauté autochtone de Val d'Or dans son ensemble. C'est vraiment, comme vous l'avez compris, un tissu communautaire et familial qui se tisse à travers le centre d'amitié, le personnel et les locataires, sachant que le centre, généralement, fait partie de la vie des personnes depuis même qu'ils sont enfants. Donc, ceci m'amène à la conclusion. Je voudrais dire que, ben, en fait, la recherche, dans ce cas-ci, rend visible ce qui était dans les angles morts de l'organisation. Donc, comme des besoins des locataires qui n'avaient pas été pleinement identifiés ou des pratiques efficaces qui n'avaient jamais été formalisées, notamment parce qu'il y a eu un roulement de personnel et en fait, ça s'est perdu. Elle offre au centre un outil d'analyse de sa propre expérience, tant pour les intervenantes dans leur pratique d'accompagnement que pour les gestionnaires dans leur structure organisationnelle. Donc, à la demande du centre, il y a un rapport et des fiches pratiques qui vont être produites afin que les connaissances générées soient directement appropriables par les membres de l'équipe, notamment pour en fait créer leur politique d'habitation communautaire pour les projets futurs. Donc, ça va vraiment être l'idée de les mobiliser pour des apprentissages.
Donc, au-delà du Centre d'amitié autochtone de Val d'Or, je pense que les apprentissages de Kijaté ont une portée qui va en fait dépasser ce projet unique qui est Val d'Or, car dans un contexte où le logement urbain reste largement sous-documenté, sous-financé et pas mal invisibilisé, Kijaté en fait offre un modèle concret de ce qu'une gouvernance relationnelle et culturellement pertinente peut produire. Donc, ces connaissances ont le potentiel d'inspirer d'autres organisations ou peut-être d'informer les politiques publiques, mais en tout cas de montrer qu'il existe des solutions qui sont par et pour les communautés autochtones. C'est possible, mais surtout c'est nécessaire. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Mm. Merci beaucoup, Lisa. J'arrivais pas à défaire mon micro. Bah, c'était super clair, bravo. C'était vraiment une belle présentation, super bien organisée, très didactique. Ben, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions dans les gens qui sont connectés? Bah, ouais, vas-y, Zop, j'en avais une aussi. Merci pour la présentation, franchement, vraiment claire, Violaine l'a dit, vraiment intéressante, puis qui s'inscrit vraiment avec de l'actualité qu'on a vu. Je sais pas si tu as lu le rapport qu'Amnesty International et la communauté de Manawan a produit, ou bien a sorti il y a comme un mois, je pense, sur Mhm. comment il lie finalement la crise du logement en communauté avec le racisme systémique que l'État colonial canadien leur fait vivre et subir. Fait que je sais que c'est pas en contexte urbain, mais je me demandais si toi, tu l'avais lu, puis comment est-ce que tu es capable de faire des parallèles entre ces réalités-là qui sont discutées sur la présence de beaucoup de personnes dans les logements et tout ça, puis ce que tu vois finalement à Val d'Or. Puis j'aime beaucoup aussi l'idée de présenter une initiative, et puis à travers un bâtiment aussi. En tout cas, je trouve que c'était vraiment très parlant comme présentation. Fait que merci. Puis deuxième question, si jamais tu as le temps aussi, est-ce qu'il y a d'autres initiatives de ce type de bâtiment-là qui sont en production en ce moment? Je sais que celui-ci a été financé par Axologie. Axologie a été remplacé et terminé, là, disons, par le gouvernement caquiste. Fait que je me demandais s'il y avait d'autres initiatives qui réussissent quand même à voir le jour dans d'autres milieux urbains ou communautaires. Merci. Ok. Ben, merci pour les questions, très intéressant. Alors oui, j'ai vu le rapport passer, je l'ai pas encore lu en entier, mais c'est certain que honnêtement, ce qui sortait du rapport, c'est une réalité dont les communautés parlent déjà depuis longtemps. Je veux dire, j'avais fait surtout une revue médiatique et on voit dans les communautés que ce problème de logement existe depuis, enfin, depuis qu'honnêtement il y a le système des réserves. Enfin, je veux dire, ça crée vraiment une dépendance à ces financements. Ça veut dire que, en plus de ça, je veux dire, les logements sont pas forcément adaptés aux conditions, comme et honnêtement, moi, c'est ça que c'est pas en communauté, mais je vois vraiment ces parallèles avec Kijaté, comme le fait que, oui, là, c'était comme Axélogie a donné une coquille vide de Kijaté, ben voilà, c'est du logement social, voilà le budget, voilà l'argent pour le béton et les murs, mais ça reste que, ok, on va faire un 6,5, mais la cuisine et le salon, ça va rester vraiment petit, en fait. Donc d'un côté, c'est pour des grandes familles, mais d'un côté, il n'y a pas assez d'espace pour les grandes familles réellement. Je sais qu'en communauté, c'est un peu le même principe, surtout qu'il n'y a pas forcément d'espace pour que les personnes pratiquent leur activité culturelle dans la maison en tant que telle. Euh, donc oui, c'est sûr qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits, même si au final, c'est pas du tout les mêmes financements, c'est pas du tout les mêmes dynamiques politiques de gouvernance, vu qu'en communauté, c'est vraiment les conseils de bande qui ont été imposés par la colonisation. Et puis qu'en milieu urbain, c'est vraiment des initiatives communautaires qui ont émergé du milieu lui-même. Donc, mais on voit clairement des parallèles, qui est la dépendance en fait au financement étatique et un cadre rigide qui ne correspond pas forcément aux besoins des communautés. Donc ça, ce serait comme ma réponse pour la première question. Et pour la deuxième, alors oui, il existe d'autres projets, surtout dans les dernières années. Il y a le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec qui a même créé sa société immobilière. Ouais, donc il y a de nombreux projets qui sont en cours. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais je pense qu'à Trois-Rivières, il y a un logement qui a été créé, faudrait vérifier l'information, mais qui a été créé pour justement les étudiantes et étudiantes autochtones, pour qu'ils puissent y loger avec leur famille. Donc il me semblait qu'il y avait comme une garderie pour les enfants dans le bâtiment. Enfin voilà, il y a comme des visions
du logement communautaire qui se crée à travers le Québec. Je sais qu'il y avait des projets aussi Projet Autochtone Montréal. Donc, il y a d'autres centres d'amitié qui créent leurs projets, mais à part le regroupement qui a vraiment créé sa société immobilière, je ne sais pas comment ça fonctionne pour les financements, mais c'est sûr qu'il y a toujours cette quête, voilà, cette quête de légitimité pour obtenir le financement. Finalement, c'est des concours aussi, donc il faut avoir vraiment un projet en béton. Et c'est sûr que le Centre d'amitié autochtone Val-d'Or à qui je travaille, 50 ans d'expérience, ça fait qu'il y a une expertise pour jongler avec toutes les ressources. Ils ont une équipe qui s'occupe que de ça. Il y a une équipe qui s'appelle la MIR qui s'occupe de ça. Genre, c'est le développement stratégique, voir les besoins, aller chercher le financement. Donc, si des organisations autochtones ou des centres d'amitié ou peu importe, n'ont pas encore cette expertise-là, c'est sûr que ça a un coût de personnel, et, d'énergie, etc. Et ça peut réduire aussi les chances d'avoir les financements appropriés. Donc oui, à l'échelle du Québec, il y a plein de beaux projets qui sont juste pas vraiment connus. Oui. Merci. Moi, j'avais une question aussi sur la question des coops. Et est-ce que tu sais si ça avait été des options envisagées par les milieux avec lesquels tu travailles? Hmm. Mais j'avoue, on me pose souvent cette question pour la coop, comme «Ah, mais Kijate, est-ce que c'est une coop?» Non, c'est pas une coop. Non, t'as dit que c'était pas une coop, Non, mais c'est ça, c'est pas une ouais, coop, mais parce que justement, j'avoue que je sais pas leur positionnement par rapport au fait que justement Skijati n'est pas une coop, mais je sais qu'il y a souvent la tension avec le fait que ben, le centre d'amitié est au final propriétaire et en même temps fait l'intervention sociale. Et donc il y a ces deux rôles qui parfois, c'est comme accompagner les personnes, mais en même temps cette personne n'a pas payé son loyer depuis X temps. Donc comment on fait, comment on navigue là-dedans? Ils font beaucoup de prévention justement pour éviter ce genre de situation. Mais je pense que mais c'est pour ça, je peux pas parler pour le centre d'amitié. Donc je vais pas m'avancer là-dessus, mais c'est sûr que le centre d'amitié essaye de mobiliser les personnes qui vivent le plus possible pour que même Kijaté à un moment soit porté par les personnes qui sont dans Kijaté. Donc ça veut pas dire que ça deviendrait une coop, mais il y a comme de plus en plus de mobilisation pour que, mettons, le comité de logement, ça soit un moment les personnes qui vivent, qui l'organisent. Le centre d'amitié fait plus, genre les activités viennent du milieu même ou ce genre de choses-là. Donc, c'est pour ça. J'avoue que je sais pas si d'ailleurs il y a des coops de logements autochtones, peut-être. Mais en tout cas, pas dans le milieu avec lequel moi je travaille. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions pour Lisa? Bon, bah, est-ce que toi, tu avais quelque chose que tu voulais ajouter, Lisa, avant qu'on se quitte? Merci encore, hein, vraiment pour ta présentation. Ben, merci pour votre écoute. Et puis, ben, c'est sûr que c'est un projet de recherche qui est toujours en cours. Donc, on dirait que j'ai cette frustration de oh, j'aurais tellement de choses que j'aimerais dire parce qu'il y a tellement de choses intéressantes par rapport à ce projet de logement. Je suis sûre qu'on aura peut-être d'autres occasions de rencontres pour échanger. Certainement. Bah, merci beaucoup et puis bel après-midi à tout le monde. Merci. Merci.